Bonjour à tous, à toutes et à tous, bienvenue dans ce point économique dans lequel nous aborderons une série d'actualités majeures qui façonnent les équilibres mondiaux et nationaux, tensions économiques et géopolitiques, stratégie monétaire de la Réserve fédérale américaine, réajustements commerciaux de Trump, instabilité économique en Allemagne et record d'impopularité pour Emmanuel Macron. Entre bataille politique et incertitudes économiques, chaque développement, vous vous en doutez, a des répercussions sur les marchés financiers. À l'approche de la réunion monétaire des 16 et 17 septembre prochains, la Maison-Blanche accentue la pression sur la Réserve fédérale américaine. En effet, Donald Trump a choisi Stephen Miran, son principal conseiller économique, pour occuper le siège laissé vacant par Adriana Kugler. Alors je vous le rappelle, théoriquement, l'efficacité d'une banque centrale repose sur son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Or, l'audition de Miran au Sénat a mis en évidence une zone grise. Il a promis d'agir en toute indépendance tout en précisant qu'il ne démissionnerait pas immédiatement de son poste à la Maison-Blanche. Ce double rattachement soulève donc un risque de conflit d'intérêts et fragilise la séparation des pouvoirs monétaires et exécutifs. Dans le même temps, la Fed devrait réduire son taux directeur de seulement 25 points de base, bien en deçà des baisses massives souhaitées par Donald Trump. Dès lors, la présence de Miran ne modifierait pas immédiatement la trajectoire, mais ses positions, jugeant que les tarifs douaniers ne sont pas inflationnistes et que les restrictions migratoires sont déflationnistes, s'écartent nettement du consensus économique. Parallèlement, la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, est désormais au cœur d'un affrontement judiciaire, financier et politique. Le ministère de la Justice enquête en effet sur de possibles fraudes hypothécaires liées à ces biens immobiliers dans le Michigan, la Géorgie et le Massachusetts. À l'origine de ces accusations, Bill Pult, directeur de l'Agence fédérale de financement du logement nommé par Donald Trump, il l'accuse d'avoir obtenu des prêts avantageux en se présentant faussement comme résidente principale. Trump s'est immédiatement, vous vous en doutez, saisi de ce dossier, affirmant qu'une éviction donnerait aux Républicains une majorité au Conseil des gouverneurs. Nous aurons bientôt une majorité, et ce, très bientôt, a-t-il déclaré. Cook nie de son côté toute fraude et dénonce une instrumentalisation politique visant à saper l'autonomie de la Fed. Ses avocats rappellent que prouver une fraude hypothécaire suppose une intention claire de tromper, rarement sanctionnée en pratique. Ainsi, l'affaire Cook fragilise l'image de la Réserve fédérale américaine comme garante de stabilité au moment où les marchés sont déjà sensibles. Sur le plan politique, elle illustre une dérive préoccupante, l'usage d'allégations financières comme arme de pouvoir. Si la justice validait son éviction, ce serait une rupture historique remettant en cause la crédibilité de la Fed et par ricochet la confiance mondiale dans le dollar. Ce 5 septembre 2025, Donald Trump a adressé un double signal aux marchés mondiaux. Durcissement protectionniste sur les semi-conducteurs et ouverture commerciale vis-à-vis du Japon. Deux annonces en apparence contradictoires, mais qui s'inscrivent dans une même logique, renforcer l'attractivité industrielle des États-Unis. Le président américain a tout d'abord confirmé l'imposition prochaine de tarifs, je le cite, assez substantiels sur les importations de puces électroniques. Ceci pourrait grimper jusqu'à 100%, mais les grands groupes ayant déjà investi aux États-Unis comme Apple, TSMC ou bien encore Samsung ou SK Hynix devraient être épargnés. Techniquement, ces mesures visent à modifier l'arbitrage coût-bénéfice des multinationales. Produire en Asie à bas coût deviendrait alors moins rentable une fois les droits de douane appliqués. Cette politique protectionniste cherche donc à accélérer la relocalisation industrielle dans un secteur stratégique au cœur de l'intelligence artificielle et de la défense. Mais elle comporte un risque, celui d'une fragmentation des chaînes de valeur mondiales, source potentielle d'inflation et de volatilité pour les marchés financiers. Parallèlement, Trump a signé un ordre exécutif réduisant à 15% les tarifs sur les automobiles japonaises contre parfois plus de 25% auparavant. En échange, Tokyo s'est engagé à investir 550 milliards de dollars aux États-Unis, notamment dans les infrastructures et l'innovation. Cet accord illustre une logique de diplomatie transactionnelle, abaisser une barrière douanière en contrepartie de flux financiers entrants. Toutefois, des divergences persistent. Washington applique la réduction comme un taux uniforme alors que Tokyo plaidait pour un traitement différencié. Cette incertitude réglementaire pourrait retarder la mise en œuvre effective de l'accord. Au-delà de l'économie, le contexte politique japonais reste fragile. Le Premier ministre Shigeru Ishiba, affaibli par une défaite électorale
électorale subit la pression d'une opposition qui dénonce une dépendance accrue vis-à-vis des États-Unis. Cette instabilité complique la consolidation de l'accord et laisse planer un doute sur la durabilité du partenariat. En somme, Trump combine protectionnisme technologique et diplomatie commerciale, mais si la stratégie vise à sécuriser l'industrie américaine, elle accroît en parallèle l'incertitude pour les entreprises et les alliés des États-Unis. Ce matin, l'actualité géopolitique illustre parfaitement la recomposition en cours des rapports de forces mondiaux. Deux événements majeurs retiennent l'attention. À Paris, la consolidation d'une coalition de soutien à l'Ukraine. À Pékin, une démonstration militaire inédite. Côté européen, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une coalition à The Willing regroupant 26 pays. L'objectif, fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité tangibles, notamment en matière de défense aérienne. Derrière cette décision politique, il y a un enjeu économique essentiel, stabiliser la région pour protéger les marchés énergétiques et financiers. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d'ailleurs rappelé que priver la Russie de ses revenus liés au pétrole et au gaz reste une arme stratégique pour réduire sa capacité à financer la guerre. En parallèle, la Chine a célébré le 80e anniversaire de la victoire contre le fascisme par le plus grand défilé militaire de son histoire. En présence de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un, Pékin a voulu montrer qu'elle est désormais un acteur incontournable d'un monde multipolaire où l'Occident ne détient plus seul les clés de la sécurité et de l'économie internationale. Ces deux annonces traduisent une réalité. La géopolitique influence directement l'économie. Une Europe unie peut rassurer les investisseurs, tandis que l'affirmation militaire chinoise nourrit autant l'ambition stratégique que les craintes de tensions commerciales. Pour les marchés comme pour les citoyens, ces signaux rappellent que stabilité et prospérité restent intimement liés à l'équilibre des puissances. L'économie allemande devrait croître moins que prévu. En effet, selon les prévisions trimestrielles de l'Institut IFO, le PIB ne progressera que de 0,2% en 2025 contre 0,3% attendu auparavant, puis de 1,3% en 2026 au lieu de 1,5% modélisé précédemment. Une révision à la baisse qui s'explique d'abord par l'impact des tarifs douaniers américains. Depuis avril, l'Union européenne, je vous le rappelle, subit une taxe de 15% sur la plupart de ses exportations vers les États-Unis. Si les industriels allemands avaient anticipé ces mesures au premier trimestre, dopant temporairement les livraisons, la tendance s'est brutalement inversée. Ainsi, la production industrielle et les exportations, piliers traditionnels de la croissance allemande, se trouvent fragilisés. En parallèle, l'assouplissement budgétaire du nouveau gouvernement devrait générer un soutien limité à court terme, malgré la levée partielle du frein constitutionnel à l'endettement, ouvrant la voie à des centaines de milliards d'euros d'emprunts, notamment pour la défense. L'effet de ces dépenses se matérialisera surtout à moyen et long terme. Les baisses prévues des taxes sur l'électricité et des coûts de réseau ne compenseront pas immédiatement la faiblesse conjoncturelle. Sur le plan social, l'IFO anticipe une légère hausse du chômage en Allemagne, tandis que l'inflation devrait rester à 2,1% en 2026 avant de grimper à 2,6% en 2027 sous l'effet du renchérissement énergétique. Politiquement, Berlin se trouve donc face à un dilemme: accélérer la relance pour éviter une stagnation prolongée ou risquer une perte d'attractivité industrielle durable. Enfin, Emmanuel Macron atteint un record historique d'impopularité selon un récent sondage publié par Les Échos. Avec 75% de Français mécontents, ce score inédit reflète le climat politique tendu et les frustrations populaires face aux politiques menées. Cette impopularité croissante survient dans un contexte économique complexe où les gouvernements peinent à convaincre sur la gestion des réformes sociales et économiques. Sur le plan politique, la défiance envers le chef de l'État pourrait fragiliser son positionnement face à une opposition qui reste divisée. Les socialistes, malgré une volonté affichée d'ouvrir une voie de gauche minoritaire, restent prudents et exigent des garanties avant tout soutien parlementaire. Cette incertitude politique s'ajoute à une conjoncture économique marquée par une inflation toujours présente et un pouvoir d'achat sous pression. Ce nouveau record d'impopularité pose donc un défi majeur à Emmanuel Macron qui doit conjuguer relance économique et apaisement social pour restaurer la confiance. Ces prochains arbitrages, notamment en matière budgétaire et sociale, seront scrutés comme des indicateurs clés de la capacité du gouvernement à inverser la tendance.
Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui. Et comme on vous le rabâche, si je puis dire, depuis 3 jours, en cette fin de semaine, c'est le marché de l'emploi américain qui est regardé de très près par les investisseurs mondiaux. Les fameux, hier, le rapport ADP, aujourd'hui le rapport NFP est attendu à 14h30. Il nous donnera des éclairages sur la robustesse ou la fragilité du marché de l'emploi américain pour comprendre par ricochet quelle pourrait être la décision de la politique monétaire de la Banque centrale, puisque, in fine, ce que tout le monde regarde à travers ces données, c'est de savoir si l'inflation pourrait repartir fortement à la hausse, puisque, vous le savez, elle se nourrit principalement de cette fameuse boucle prix-salaire. Voilà donc ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui, c'est le marché de l'emploi aux États-Unis. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les principales places financières ont clôturé globalement en territoire positif, soutenu par le repli des rendements obligataires. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,41%, le Stoxx 600 de 0,61% et le DAX à Francfort de 0,81%, confirmant un flux acheteur sur les grandes capitalisations industrielles et financières. Londres a suivi la tendance avec un FTSE en hausse de 0,42%, seule exception notable, Paris, puisque le CAC 40 a cédé 0,27%, pénalisé par la correction de Sanofi, une divergence qui souligne la sensibilité accrue des indices à leur composition sectorielle, alors que les opérateurs se positionnent avant la publication du rapport sur l'emploi américain. Aujourd'hui, aux États-Unis, les principaux indices actions ont terminé nettement dans le vert, portés par l'espoir d'une détente de la politique monétaire après une série d'indicateurs mitigés sur l'emploi. Le S&P 500 a progressé de plus de 0,75% et a inscrit un 21e record annuel, tandis que le Dow Jones et le Nasdaq ont respectivement pris 0,77 et 0,98%. Une dynamique qui s'explique par la publication du rapport ADP signalant seulement 54 000 créations de postes en août, bien en deçà des attentes du consensus. Parallèlement, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont légèrement dépassé les prévisions, confirmant un ralentissement graduel du marché du travail. Les investisseurs y voient donc un signal favorable à une baisse de taux de la Fed, et ce, dès sa prochaine réunion des 16 et 17 septembre prochains. Sur le marché obligataire, les rendements ont prolongé leur repli. Le 10 ans américain s'est établi à 4,17%, entraînant aussi les taux européens et japonais dans son sillage. L'attention se tourne désormais, comme je vous l'ai dit, vers le rapport NFP tout à l'heure à 14h30. Enfin, les prix du pétrole hier ont poursuivi leur repli, reflétant les craintes d'un excès d'offres face à une demande en ralentissement. En cause, l'OPEP+, qui a relevé sa production de 2,2 millions de barils par jour ces derniers mois et pourrait encore augmenter ses quotas malgré un démenti de Moscou. Aux États-Unis, les stocks commerciaux ont grimpé de 2,4 millions de barils fin août contre une baisse attendue, tandis que les livraisons au marché domestique ont chuté de 4,5%. Cette surabondance structurelle pèse davantage que les tensions géopolitiques reléguées au second plan. Selon Eurazia Group, la stratégie de l'OPEP+ vise à regagner des parts de marché, quitte à dépasser la croissance de la demande mondiale. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison novembre a cédé 0,9% à 66,99 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison octobre, il a lui reculé de 0,77% pour clôturer à 63,48 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 5 septembre et juste après, comme vous en avez l'habitude, eh bien nous retrouverons Antoine Quesada et son Chrono CAC. À tout de suite sur Téléfinance.